Valls-Hamon, c'est le duel de ce second tour de la primaire à gauche. Pour en débattre avec nous, Ella Kribi-Ramdan, bonjour. Rebonjour, vous êtes conseillère régionale d'Île-de-France, porte-parole de Benoît Hamon. Stéphanie Riocreux est sénatrice d'Indre-et-Loire, maire de Benay et surtout porte-parole de Manuel Valls. Bonsoir. Christine Cardellan est directrice de la rédaction de l'Usine Nouvelle et Yves Maricane, directeur des études politiques à ELAB. Merci à tous d'être avec nous. On reprend cette discussion exactement où on l'avait interrompue. Ella Kribi-Ramdan, vous étiez en train de défendre pour nous ce revenu universel de Benoît Hamon. Oui, je disais que c'était un changement de logiciel qui était lié avant tout à la raréfaction du travail, à la robotisation, la montée du numérique, et que tout ça devait permettre du progrès social et donc une réduction du temps de travail. Le revenu universel, les différentes étapes de la mise en œuvre de ce revenu universel, c'est d'abord, première étape, les jeunes de 18 à 25 ans qui touchent ce revenu de 600 € dans un premier temps 45 milliards par mois. Tout à fait. Attendez, c'est 45 milliards avec les bénéficiaires du RSA. 600 € par mois pour tous les jeunes de 18 à 25 ans. D'abord, ça répond à une revendication qui date, puisque moi, quand j'étais étudiante, et mes prédécesseurs avant, se sont battus pour ce qu'on appelait l'allocation d'autonomie, qui permettait, ou qui aurait dû permettre aux jeunes de ne plus travailler pendant qu'ils faisaient leurs études, parce qu'on sait à quel point ça favorise l'échec dans les premières années d'études universitaires. Donc, première étape, les jeunes, 18 à 25 ans, et les bénéficiaires du RSA, tous ceux qui sont éligibles au RSA, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a un taux de non-recours au RSA extrêmement important. On estime entre 30 et 40% de personnes qui sont éligibles au RSA, mais qui ne le touchent pas parce que c'est compliqué, parce que les dossiers sont difficiles. Et donc, automatisation du versement du RSA pour toutes les personnes éligibles. Ça, c'est la première étape, on l'a bien compris. 45 milliards d'euros. Mais comme le disait Christine Cardellan, ce n'est pas pour ça que les électeurs de Benoît Hamon ont voté. Je pense que c'est le revenu universel. Mais je pense que c'est une logique. Ils votent pour une logique et pour un objectif. Oui. La cible, en effet, c'est l'universalisation de ce revenu. Mais pourquoi? Parce que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. 450 milliards d'euros, non, on ne les a pas. On n'a pas fait la sécurité sociale en claquant des doigts. Donc ça prend en effet quelques années et c'est pleinement assumé. Et ça se fait dans le cadre d'un débat. Et donc la deuxième étape, en effet, c'est la mise en place d'une conférence citoyenne qui réunit le Parlement, puisque c'est la démocratie représentative, les partenaires sociaux, parce que tout ça ne peut pas se faire en dehors du cadre du dialogue social, et une représentation citoyenne avec des citoyens, la société civile, issue de toutes les régions de France, pour regarder quelles sont les priorités, parce qu'on va le faire en effet par étapes, il faudra choisir. Est-ce qu'on commence par les personnes handicapées? Est-ce qu'on commence par les aînés parce qu'ils ont des petites retraites, etc., etc. Et les choix politiques seront assumés, mais discutés dans un cadre... On voit déjà la grande difficulté de faire aboutir les conférences sociales sous le quinquennat Hollande. Alors, je vous souhaite du courage. C'est pas des conférences sociales. Là, pour le coup, il y a un objectif qui est la mise en œuvre du revenu universel et regarder les modalités et les priorités à fixer dans le cadre de cette mise en œuvre de ce nouveau dispositif. On a compris en tout cas l'objectif visé par Benoît Hamon. Stéphanie Riocreux, vous, en tout cas les proches de Manuel Valls, ont mis en doute la faisabilité de ce revenu universel, son caractère utopique. Pour autant, quand on regarde ce que veut Manuel Valls, là on peut se dire au contraire qu'il n'y a pas beaucoup d'originalité, un manque d'ambition, puisqu'il s'agit finalement ni plus ni moins qu'une refonte des minima sociaux existants. Je dirais que la problématique du travail concerne chacun d'entre nous. Que l'on soit à la recherche d'un emploi, que l'on ait un emploi et que l'on craigne de le perdre, que l'on ait un emploi et que l'on comprenne qu'il faille se former pour la suite. Donc je pense que l'emploi est réellement au cœur de nos préoccupations. Et que l'image que propose Benoît Hamon de cet emploi qui va se raréfier et de ce revenu universel que nous allons pouvoir percevoir les uns et les autres, quelles que soient nos ressources. Enfin, pour moi, ce n'est pas un modèle d'espoir, ce n'est pas un modèle d'espérance, ce n'est pas un modèle qui s'adapte à la société en mutation que nous connaissons effectivement aujourd'hui. Mais moi, je crois effectivement, on l'a dit, les métiers sont en mutation, des robots font des tâches que les humains ne font plus. Mais moi, j'ai
visité bon nombre d'usines dans lesquelles le fait d'avoir installé un robot, finalement, a permis à des salariés de se qualifier, de se former et n'a pas réduit l'emploi. Donc je pense que c'est vraiment le marqueur. Le revenu universel, je pense qu'effectivement, nous avons un point de convergence sur le premier étage de la fusée par rapport aux jeunes, par rapport à la prise en compte, effectivement, la complexité que sont tous ces minima sociaux. Le rapport de Christophe Sirugue avait avancé là-dessus. Mais on ne peut pas... Vous le financez pas, vous, en supprimant le CIC, les aides aux entreprises? Je crois que nous étions dans une politique de l'offre et je pense qu'il faut continuer à créer... D'autant que vous défiscalisez les heures supplémentaires, donc ça ne va pas contribuer à résorber quand même les déficits. Ça ne va pas contribuer à résorber les déficits, mais je ne pense pas que l'on puisse taxer le Manuel Valls lorsqu'il était Premier ministre et ce gouvernement d'avoir fait n'importe quoi avec les finances publiques. Non, mais on a justement l'impression on a ramené les comptes publics. On a justement l'impression que Manuel Valls a, d'une certaine manière, passé par pertes et profits la discipline budgétaire depuis qu'il est candidat à la primaire sociale. Non, je n'ai pas du tout cette vision-là et je ne pense pas qu'on puisse lui faire ce procès-là. Et que sur l'emploi, je voudrais revenir un instant là-dessus, voilà, il amène un message d'espérance et on ne peut pas, moi je suis parent, on ne peut pas imaginer nos jeunes qui puissent se résoudre, enfin on va leur dire, eh bien écoutez, mais non, mais voilà, vous allez faire vos études ou vous n'allez pas faire d'études et puis il y aura ce revenu universel. Voilà. Et surtout, ce que je voudrais dire, c'est que là, nous ne sommes pas pour dans 20 ans, pour dans 30 ans, pour dans 10 ans. Là, nous devons réfléchir, effectivement, et le débat se poursuivra. Mais là, nous parlons du candidat qui sera désigné dimanche soir pour représenter notre parti et tous ceux qui sont à nos côtés à la présidence de la République. Donc ce sont des réponses sur l'emploi, notamment, qu'il conviendra d'apporter dès l'élection présidentielle. Et je ne pense pas que l'on puisse aller se présenter à l'élection présidentielle en parlant d'un projet que l'on mettra peut-être 10, 15, 20 ans à mettre en place. Une réponse rapide. Oui, tout à fait. Non, mais honnêtement, on en a un peu assez de la caricature. Je pense qu'il y a la théorie et il y a la réalité. Mais vous dites vous-même, Benoît Hamon ne va pas mettre en le revenu universel. La première étape, elle sera mise en place en 2018. Oui. Et ça, c'est un engagement clair. Et puis ensuite, la conférence citoyenne, et il faut regarder le calendrier. La sécurité sociale ne s'est pas faite en un claquement de doigts. Les grandes mesures, ça c'est un nouveau pilier de la protection sociale. Oui, mais là il y a un nouveau pilier de la protection sociale. Je vous signale que là on est dans le cadre d'une primaire. Après il y a pendant 4 mois une campagne présidentielle et une fois qu'on a gagné, on construit avec tout le monde. Et ça n'est pas Benoît Hamon tout seul. Ça c'est pleinement assumé. Moi je veux dire juste une chose, l'histoire de l'image qu'on donne aux jeunes, etc. etc. Juste, ça, c'est de la théorie. Ça fait des années qu'on raconte ça aux gens. Qu'on raconte qu'il faut attendre de la croissance. Non, il y a la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de travail. Et qu'il faut le partager, ce travail. Il faut le partager. Et il y a du progrès technologique, des mutations qu'il faut qu'on arrive à anticiper parce que sinon, c'est tous ensemble qu'on va dans le mur. On ne sait plus résoudre le chômage. Mais parce qu'on attend une croissance. C'est ça, finalement, que dit en creux ce revenu universel. On attend la croissance, on compte sur la croissance contre le chômage, on a tout pour lutter contre le chômage, sauf que ça fait des décennies qu'on attend cela. En France, ce n'est pas vrai ailleurs. Oui, mais j'insiste. Ailleurs, c'est avec un certain nombre de sacrifices. C'est vrai qu'il y a plus de petits jobs beaucoup de précarité. Donc, est-ce qu'on accepte que la population soit précarisée au nom de la lutte contre le chômage? Moi, je ne fais pas ce choix. Le problème du revenu universel maintenant ou même à 5 ans, c'est que c'est une prophétie autocréatrice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il peut y avoir du travail en France. Mais à partir du moment où on met en place le revenu universel, c'est un peu comme si on disait, voilà, c'est la fin du SMIC et c'est la fin de la valeur travail. On se coupe des possibilités de recréer de l'emploi, c'est ce que vous dites? On accélère. Ça ne veut rien dire, la valeur travail. On attendait Yves Maricanne, on attendait une campagne, surtout à gauche, où il serait beaucoup question d'emploi, de chômage. On sait, François Hollande lui-même avait indexé une nouvelle candidature sur l'inversion de la courbe qu'il n'est pas parvenu à obtenir. En tout cas, c'est pas toujours très clair au moment où on se parle. Et puis finalement, on a eu une campagne sur le revenu minimum finalement à assurer et à qui. Est-ce que ça vous a surpris? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous dites comme Christine Kerdelang, c'est sans doute l'un des facteurs qui explique qu'aujourd'hui, ces deux candidats, Manuel Valls et surtout Benoît Hamon, se retrouvent au second tour dans cette position?
La proposition du revenu universel, c'est une surprise. En tout cas, ça peut surprendre un certain nombre d'observateurs quand on sait qu'il y a encore quelques mois, on décrivait une gauche en mal d'idées. Là, le fait est qu'il y a quand même une idée qui est mise au milieu de la table, elle est discutée, elle est au centre des débats, et c'est rien que pour ça, c'est quand même intéressant, effectivement, que la vie démocratique aussi, dans le cadre de ce scrutin, se construise autour d'un tel sujet. Maintenant, la question, effectivement, c'est de savoir quel est le message aussi que ça envoie aux Français et dans quelle mesure, finalement, ça entre en écho aussi avec les préoccupations des Français. Et je pense que dans le projet du revenu universel qui confère, je pense, un avantage à Benoît Hamon dans le cadre de cette primaire. Sur un électorat spécifique. Corps électoral spécifique de la primaire, je ne suis pas certain qu'il y ait de grands bénéfices politiques à en attendre dans le cadre d'une élection présidentielle. Je rappellerai que l'allocation d'autonomie à laquelle vous avez fait référence était dans le programme de Lionel Jospin en 2002, avait été d'ailleurs au cœur des débats. Eh bien, savez-vous que Lionel Jospin est le candidat socialiste qui, à une élection présidentielle, a recueilli le plus mauvais score auprès des jeunes? C'est un fait, et en l'occurrence, effectivement, parce que, je prends juste l'exemple des jeunes, je ne dis pas que ça va être le cas cette année, mais en tout cas, on sait que chez les jeunes, il y a effectivement le problème du travail et des études qui peuvent poser un certain nombre de problèmes, mais que veulent les jeunes? Les jeunes, quand on les interroge, je prends dans leur globalité, ce qu'ils veulent, ce sont des formations qualifiantes, ce sont des débouchés professionnels, et ce sont des emplois stables à l'issue de, de leurs études. Des projets, en fait, c'est ce que vous nous dites. Des perspectives d'avenir, mais parce que pour eux, aujourd'hui, ça va peut-être changer, mais en tout cas, aujourd'hui, l'épanouissement personnel, l'autonomisation aussi vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de la société, ça passe par le travail et donc par la valeur travail. Et donc, moi, j'ai quand même quelques doutes quant à l'efficacité de cette mesure lorsqu'elle sera au cœur de la campagne présidentielle. Là, on est au cœur de la primaire. Ça peut être un bénéfice pour Benoît Hamon. Je ne suis pas certain, mais ça reste à démontrer que ça en soit un dans le cadre de la présidentielle. On va essayer d'avancer sur une autre ligne de rupture sur la laïcité, parce que c'est vrai que ça avait donné lieu à des tensions assez vives observées entre les deux candidats de gauche depuis le début de cette semaine. Sans doute même les plus vives jamais observées entre eux et depuis longtemps au sein de la gauche. Des proches de Manuel Valls accusant Benoît Hamon d'ambiguïté, d'indulgence envers les communautarismes, voire même dans la bouche d'un ministre exprimant sous couvert d'anonymat d'être le candidat des frères musulmans. Finalement, ça a donné ça. Nous devons protéger nos compatriotes de confession ou de culture musulmane qui sont aujourd'hui sous la pression de l'islam politique, des salafistes, des frères musulmans, de ceux qui veulent imposer leur ordre qui n'est pas celui de la République. Donc c'est un combat politique. Et je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, et je me suis toujours battu avec cette idée, fort de cette expérience qui est la mienne sur le terrain. Oui, aujourd'hui, il y a une revendication politique à propos du voile qui conteste la République. Donc il faut être capable d'y répondre par la loi quand c'est nécessaire, par l'application de la loi, bien évidemment, mais par un combat aussi très déterminé. Là où le voile est imposé à une femme, imposé comme tel, nous devons tout mobiliser pour que cette femme n'ait pas à être soustraite au regard des hommes à raison de l'imposition d'un dogme. Et chaque fois qu'un dogme s'est imposé ses convictions aux autres, moi, je le combats. Mais là où une femme librement décide de porter le foulard islamique, librement, et il en existe, peu importe ce que nous pensons, au nom de la loi 1905, elle est libre de le faire. Voilà, c'est finalement beaucoup plus calme que ce à quoi on s'attendait. Vous avez noté des différences ? Écoutez, on a quand même subi une semaine, c'était quand même juste ubuesque, les débats. On a eu les arguments du Front National dans la bouche des soutiens de Manuel Valls. Et j'ai trouvé ce climat extrêmement malsain et le discours très nauséabond. Moi, j'attendais pas ça de la gauche et d'un débat à gauche. Encore plus après des mois, même des années, de débats sur les questions identitaires. Enfin, je veux dire, on avait quand même un gouvernement de gauche. On parlait d'identité nationale en permanence, de communautarisme, du burkini, etc., etc. Permettez-moi de vous dire qu'il y a un tas de territoires où les gens, les citoyens français, se sont sentis montrés du doigt. Et moi, je suis très contente que Benoît Hamon ait remis sur la table les vraies priorités. Le pouvoir d'achat, le revenu universel, la question du bien-être au travail. La valeur travail, elle passe aussi par le bien-être au travail et donc la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle parce que c'est un fléau dans la société. Les questions d'écologie, bref, des questions qui nous concernent tous comme parents, comme salariés, etc. Et donc voilà, moi je veux qu'on en arrête avec ces débats nuls, quoi. Nuls. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en parler ? Non, je pense qu'il faut en parler, mais il y a la loi 1905. On rappelle qu'il y a un cadre légal qui existe, qu'il faut le faire respecter, qu'il faut que tout ça s'accompagne d'une politique de
lutte efficace contre les discriminations. C'est pour ça que nous proposons la mise en place d'un corps d'inspection dédié à la lutte contre les discriminations. Mais ça suffit d'utiliser la laïcité comme le fait le Front National, comme un glaive contre une religion en particulier. On fracture la société. Il y a eu la déchéance de nationalité qui a fracturé et on continue avec ce type de débat. Non, moi je dis, il faut vraiment qu'on arrête. Je pense qu'il y a eu de grosses maladresses cette semaine. Moi j'ai lu la presse, j'ai entendu un certain nombre de porte-parole de Manuel Valls s'exprimer sur le sujet. J'ai trouvé ça très grave. Vous pensez à Malek Bouti par exemple? Je pense à Malek Bouti évidemment, mais ça n'était pas le seul. Pour qui Benoît Hamon a peur de dire un certain nombre de vérités par rapport au communautarisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que disait Malek Bouti. Stéphanie Riocreux, vous êtes à l'aise avec ce qu'a dit hier votre candidat évidemment, mais également Benoît Hamon lorsqu'il évoque notamment la question du voile et le rôle d'un président de la République et de la République dans ce type de situation? Moi, je suis à l'aise avec ce qu'a dit Manuel Valls hier soir et je pense que la tenue du débat d'hier soir... Du côté de... Alors, il faut le dire, il a rappelé que lui, sa conception de la laïcité, c'est celle de Caroline Forest, d'Elisabeth Badinter. Oui. Mais voilà, et il a dit aussi la laïcité... Qui n'est pas forcément la même que celle de Benoît Hamon. Non, mais la laïcité, c'est un bouclier, c'est quelque chose qui protège, qui permet à chacun de choisir l'expression qui est la sienne. Une laïcité militante, on le comprend. Pas la conception de Caroline Forest. Oui, mais celle de Manuel Valls, visiblement. Est-ce que c'est la laïcité pour vous? Ce que défend moi, Caroline Forest? Je pense que la laïcité, ça n'est pas une atteinte à la foi ou aux convictions individuelles. C'est parce qu'on la défend comme ça que beaucoup ressentent la laïcité comme une forme de discrimination. Moi, j'alerte vraiment et la puissance publique et les responsables politiques sur la gravité de ce type de propos qui crée sur le terrain des dégâts énormes, qui crispent les gens et qui favorisent le repli communautaire. Exactement ce qu'on cherche à éviter avec les principes de laïcité. Vraiment, j'alerte les responsables politiques. C'est une poudrière. Voilà. Il faut assumer un discours laïque. Un responsable de gauche n'a pas le droit d'avoir un avis sur le port du voile, par exemple. Mais la religion. Mais moi, je ne dis pas que je défends le voile. Ça n'est pas ma manière de voir les choses. Je ne suis pas pour le voile. Mais le cadre légal qui existe aujourd'hui en France fait que le voile n'est pas interdit. La loi 1905 permet que des femmes puissent porter le voile, qu'on ne les oblige pas à le porter, évidemment. Et moi, je condamne tous ceux qui s'aventureraient dans ce type de procédé. Évidemment, il faut que tout ça soit bien encadré, mais ne stigmatisons pas toutes celles qui font ce choix qu'on peut ne pas partager. Je ne le partage pas personnellement, mais c'est un choix individuel. Si on se met à montrer du doigt celles qui portent le voile, celles qui s'habillent de telle manière, celles qui portent une perruque, etc., je veux dire, à un moment, on n'en sort plus. Donc, il faut arrêter avec ces débats qui sentent mauvais. Voilà. Christine Cardellan, on savait que les deux candidats étaient très attendus sur cette question-là, puisque notamment l'entourage de Manuel Valls avait soulevé cette question dans les jours précédents. Vous diriez qu'aujourd'hui, ces deux positions sont réconciliables? Enfin, les deux candidats sont sur la même longueur d'onde, ou est-ce que là, on a affaire à une vraie fracture? Non, il donne l'impression d'être réconciliable. Oui, je pense. Quand même. Oui, mais je ne suis pas sûre qu'il le soit, parce que Benoît Hamon est quand même récidiviste en la matière. C'est bien lui qui, lorsqu'on parlait des cafés dans lesquels il n'y avait que des hommes, disait oui, mais au début du siècle, dans les cafés ouvriers, il n'y avait aussi que des hommes. Désolé de ressortir cette histoire. Bah oui, mais ça ne sert à rien. Et de même, expliqué 10 fois. Et de même, quand on dit il y a des femmes qui choisissent de porter le voile, d'autres qui choisissent Vous avez reconnu une erreur de ne pas le faire, il y a beaucoup de femmes à qui vous demandez si elles ont choisi, qui vous diront oui, mais qui en réalité ont été endoctrinées pour ça. J'ai travaillé pendant plusieurs années à Jeune Afrique. Je suivais le Maroc notamment, et j'avais plein d'amies marocaines avec qui mettaient le voile dans la rue, enfin le voile ou en tout cas. On est en France. Oui, non mais bon, et qui, lorsqu'elles en parlaient à domicile, avaient une réaction un peu différente. C'est-à-dire, elles disent, on a grandi comme ça, voilà, on n'a pas le choix, quoi. Non, mais le Maroc est un pays musulman, la France est laïque. Enfin, j'alerte juste sur les comparaisons qu'on peut faire. On est en France, c'est la République française où chacun a le droit de croire ou de ne pas croire. Et c'est comme ça qu'il faut protéger la République comme dans un cadre laïque. La burqa est interdite et c'est très bien parce qu'il y a un problème de danger et de sécurité publique. Sinon, on interdit tout, quoi, à un moment. Un mot de Stéphanie Riocreux. J'évoquais aussi le côté bouclier, effectivement, de cette loi sur la laïcité, mais derrière la laïcité, et cela a été dit aussi par Manuel Valls, c'est l'émancipation qui est là, c'est le droit des femmes. Et dès lors que les choses, effectivement, sont choisies, partagées, nous sommes sur un autre discours, mais je pense que la République doit aussi protéger... tenir un discours sur l'émancipation, c'est ce que vous dites? Mais tout au moins,
à travers la loi, nous travaillons là-dessus, sur l'émancipation et sur le droit, sur les droits des femmes notamment. Et je pense que, voilà, derrière le sujet de la laïcité, il y a tous ces sujets-là. Et il ne faut pas non plus les occulter. Je ne le crois Mais là, pas. ça n'est plus la laïcité, c'est un jugement de valeur. C'est-à-dire qu'on va expliquer aux femmes qu'elles sont soumises. Oui, ce qu'est l'émancipation. Ce qu'est l'émancipation, c'est très paternaliste et c'est même d'un certain point de vue condescendant. Et là encore, je le dis, sur le fond, je peux partager vos idées. Sauf que c'est dangereux et ça n'est pas la loi que de présenter les choses comme telles. On voit, Yves-Marie Cahn, mot de conclusion très rapidement, là deux positions qui sont certes sans doute en adéquation sur le fond, quoique, en tout cas sur la forme, il y a des vraies différences dans la manière de les exprimer. Est-ce que là-dessus, il y a un vrai débat au sein de l'électorat de gauche ou est-ce que ce n'est pas du tout un sujet qui était attendu lors de cette campagne ? Je pense que ce n'était pas un sujet qui était au cœur des attentes de cette campagne, et plus particulièrement de l'électorat de gauche. Mais en même temps, c'est quand même un sujet, il faut le reconnaître, qui travaille autant beaucoup la gauche, même si c'est à droite, c'est encore plus marqué. Mais en même temps, la difficulté aujourd'hui pour la gauche, et notamment pour le Parti socialiste, c'est que pendant des années, notamment sous les mandats de François Mitterrand, la gauche a été le fer de lance du droit à la différence. Il faut aussi rappeler d'ailleurs que la première référence à l'identité nationale dans un programme législatif, c'est le Parti socialiste au début des années 80. Vincent Martigny le raconte très bien dans son livre « Identité française ». Ça mériterait un débat, mais ça montre quand même aussi combien, finalement, la gauche aujourd'hui se retrouve sans doute aussi d'une certaine façon piégée, voire en contradiction avec ce qu'elle a pu défendre par le passé, et qu'elle a beaucoup de mal finalement à s'adapter au contexte actuel, parce qu'effectivement, le rapport des Français dans leur ensemble, par rapport aux questions de religion, et plus particulièrement, on ne va pas se mentir, par rapport à la place de l'islam en France, effectivement, il y a une vraie crispation aujourd'hui, ça nécessite des réponses, et c'est là où, effectivement, il y a sans doute un terrain d'entente à trouver pour l'avenir, parce que, effectivement, ça demande des solutions. Merci ça beaucoup. Ça transcende les courants, je veux dire qu'il y a des gens à gauche qui sont d'accord avec des gens de droite, et à l'inverse, ce sont des positions qui n'appartiennent pas à la gauche et à la droite, quoi. Merci beaucoup, Ella Kribi-Romdan, d'avoir été avec nous. Merci également à Stéphanie Riocreux, à Christine Cardelan et à Yves-Marie Cahn. Je vous demande de rester quelques instants supplémentaires, puisqu'on s'intéresse maintenant à l'actualité, celle qu'on vient d'évoquer, vue du net, un œil sur les médias, c'est tout de suite. Un œil sur les médias avec Anthony Saint-Léger. Bonjour Anthony. Bonjour. C'était donc hier le dernier débat de la primaire à gauche entre Manuel Valls et Benoît Hamon avant le second tour de la primaire dimanche. Oui, l'occasion de clarifier un peu plus leurs divergences, des divisions, mais pas de tension. Et d'avis général, c'était un débat de fond qui a d'ailleurs plutôt plu dans l'ensemble pour cet internaute. C'était un débat de haute volée, le meilleur de tous même. Pour Geffray, c'est même un débat de qualité qui va permettre de redorer l'image du Parti socialiste. Certains ont estimé que c'était Benoît Hamon qui avait mené la danse pour cet internaute. Il a même la carrure d'un chef d'État. Objectivement, dit-il, le pari est réussi. D'ailleurs, c'est vrai qu'un sondage ILAB estime que Benoît Hamon a été le plus convaincant sur l'ensemble des téléspectateurs, si bien qu'il a même convaincu, et c'est plutôt étonnant, Christine Boutin, pourtant à l'opposé de l'échiquier politique, qui, pendant tout le débat, a posté plusieurs tweets. C'est assez loquace pour être spécifié. Des points de convergence. Elle parlait du revenu universel. Vous n'assumez pas. Elle a même évoqué, concernant, on en parlait il y a quelques minutes, la loi 1905. Alors c'est vrai que Benoît Hamon a su convaincre, sauf qu'à un moment, il a eu tout de même un petit moment de solitude. On écoute. On a besoin, parce que nous sommes la deuxième zone économique exclusive au monde, de disposer d'une flotte de patrouilleurs. Ça coûte combien un porte-avions ? Ça coûte très cher, ça coûte très très cher. Alors Benoît Hamon, pas très clair sur le coût d'un porte-avions, lui qui en souhaite pourtant un deuxième. Impossible pour les internautes de ne pas faire le parallèle avec le fameux pain au chocolat de Jean-François Copé lors de la primaire. On n'achète pas tous les jours. Et justement, vous ne croyez pas si bien dire, c'est ce que d'ailleurs ironise ce journaliste de Libération.
il est quand même plus courant d'acheter un pain au chocolat qu'un porte-avions. C'est d'ailleurs tout le sens de ce dessin de terreur. Un extrait qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler 2007 et l'élection présidentielle. Il faudrait donner 1 euro à Jean-Jacques Bourdin à chaque fois qu'un journaliste aujourd'hui pose la question sur le porte-avions quand même. Exactement. Alors, autre réaction, c'était celle bien sûr de Manuel Valls, mais pas sur le coup, puisqu'il a attendu la fin du débat pour poster ce tweet avec la vidéo en question. Alors, c'est vrai que c'est une bonne réponse, ça coûte 4 milliards d'euros, sauf si on compte l'équipement et le fonctionnement, mais c'est vrai que la réponse est plus facile après coup que sur le vif. Et il y a eu un autre moment de solitude, et bien c'est quand on a demandé aux 2 candidats de montrer leur niveau d'anglais. Je vous laisse juge. Vous avez vocation à devenir chef d'État, représenter la France dans le monde. Elle est simple, cette question. Do you speak English? Yes. Benoît Hamon. Fluently? Yes. Perfectly. Ça veut dire couramment. Oui, je traduis, on ne sait jamais. Do you speak English? My English is very bad, but I speak well Spanish. OK. Une question de marié. Il n'y a pas que l'anglais. Il n'y a pas que l'anglais. C'est très important. Il se trouve que il y a l'espagnol, il y a d'autres langues. Le catalan. L'espagnol qui est Mais ça sert à C'est plus minoritaire. Il y a le breton aussi, mais bon, voilà. Alors, 2 réponses qui montrent que les 2 candidats ne sont pas forcément très à l'aise avec la langue de Shakespeare, certains s'en sont moqués. Par exemple, cet internaute, quand Valls aura à parler en anglais avec Trump, et bien avec son niveau, ils vont détruire la planète sur un malentendu. Alors, cette militante filloniste estime que du coup, ils ne sont pas présidentiables, même si je n'ai pas dans l'idée que François Fillon soit forcément meilleur en anglais. Leurs prédécesseurs. Voilà. On se rappelle de François Hollande à Washington, par exemple. Et pour cet internaute, enfin, ce n'est pas un critère de présidentiable, ce n'est pas ça qui doit faire un bon président. Voilà, merci beaucoup Anthony. Un œil sur les médias, c'est terminé. Et le débat également. Merci à nouveau à nos invités qui ont participé. Restez avec nous à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24.